Ça, c'est Aria, mon chien. Dans un des rares moments où elle est à peu près calme. Ça fait 2 ans que j'ai adopté Aria et que je suis rentré dans le monde du chien. Avant ça, je connaissais absolument rien de ce monde-là. Et maintenant que j'y suis, franchement, je suis ultra déçu de ce que j'y ai trouvé. Alors pas du fait d'avoir un chien, ça c'est super quand on fait bien les choses. Non, je parle de tout l'écosystème autour de tout ça. Si vous voulez adopter un chien, cette vidéo vous concerne. Mais si les chiens ne vous intéressent pas particulièrement, ou même si vous avez peur des chiens, ça va vous intéresser aussi. Parce qu'à force de côtoyer des maîtres de chiens, j'ai fini par comprendre pourquoi je détestais les chiens avant d'en avoir un. Spoiler alerte, c'est rarement la faute du chien. Je suis pas un professionnel, cette vidéo n'est qu'un simple retour d'expérience à propos de tout ce que j'ai pu voir pendant ces 2 ans. Et des conneries, j'en ai vu. Voici donc 5 gros problèmes qui pourrissent le monde du chien et qui vous poussent à les détester. Premièrement, les idées reçues. Si vous n'avez pas de chien, vous avez probablement un paquet d'idées reçues. Ce qui est normal, on est d'accord là-dessus. Par contre, ce qui est moins normal, c'est que ces idées reçues, elles sont tout aussi répandues chez les gens qui ont un chien. La première grande idée reçue, c'est la croyance que le choix de la race est primordial quand on choisit son chien. Ah mais je vous jure, il y en a pour qui c'est ultra important. Il y a énormément de races de chiens. Au total, 356 races identifiées par la FCI. Et souvent, la phrase qui revient le plus quand on veut avoir un chien, c'est « quelle race je dois prendre ?» Alors c'est vrai qu'à la base, la question est légitime. Et c'est vrai qu'il y a certaines races qui sont plus adaptées à certaines activités. Genre si votre plan c'est de faire du canicross, qui consiste à courir en se faisant tracter par son chien, bon pas sûr qu'avec un chihuahua ça puisse le faire. Pareil, si vous aimez vous balader en forêt et que vous prenez un lévrier afghan, bon en termes de toilettage, il risque d'y avoir des heures supplémentaires. Par contre, là où ça commence à déconner, c'est quand on commence à penser que le comportement du chien dépend exclusivement de sa race. Vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase. « Ah mais c'est normal qu'il fasse ça, c'est la race hein, on n'y peut rien !» Oh purée que ça m'énerve. Il y a effectivement des petites prédispositions en fonction de la race. Par exemple, un chien de berger sera un peu plus intéressé par les trucs en mouvement. Logique, ça fait partie de son boulot à la base. Également, certains chiens comme les Shiba sont souvent plus réservés et moins tactiles que des chiens comme les Staff, qui sont eux beaucoup plus fans de câlins. Mais ce qui détermine énormément le comportement du chien, c'est l'éducation. Un border collie est pas forcément super intelligent. Si vous lui apprenez rien, il sera con comme un balai. Un Akita est pas particulièrement méchant avec les enfants. Et un Rottweiler n'est pas forcément agressif. Si vous faites bien les choses, ça sera une peluche. Le cas des chiens réputés méchants, ça c'est vraiment une construction sociale. Mais il n'y a aucun chien qui n'est naturellement agressif ou méchant. Au contraire, c'est justement le fait de penser ça qui va les rendre agressifs. Prenons le Malinois par exemple, qui est un chien ultra connoté. Moi-même, c'est une race qui me faisait super peur. C'est le chien policier qu'on voit dans les films, qui poursuit le héros la nuit dans la forêt pour le dévorer. Alors du coup, dans l'esprit des gens, c'est un chien qui est forcément dangereux. Du coup, quand quelqu'un adopte un Malinois, tout le monde va lui dire « Attention hein, c'est un chien dangereux !» Ce qui malheureusement pousse parfois à faire de grosses bêtises dans l'éducation par peur de mal faire. Et c'est ça qui va créer des soucis d'agressivité. On expliquera pourquoi après. Alors que si le maître s'était pas préoccupé de la race, il y aurait très probablement pas eu de problème. La race n'a absolument rien à voir dans le fait de savoir si son chien va être méchant ou non. De ma propre expérience, Aria et moi on n'a jamais eu de problème avec un Rottweiler, même en liberté. Justement d'ailleurs, ceux avec qui on a eu des problèmes, c'est les chiens réputés gentils, qui sont parfois super mal éduqués parce qu'on se dit « Ah c'est bon, c'est des chiens gentils ». Alors un truc qu'on dit souvent pour justifier cette idée reçue que la race détermine le comportement du chien, c'est que les chiens de race sont sélectionnés pour certaines aptitudes. Et c'est un peu vrai. Alors pas pour tous les chiens, mais il y a ce qu'on appelle des lignées de travail. C'est effectivement une branche de la race que l'éleveur a sélectionnée pour certaines capacités précises. Et ça donne généralement des chiens qui sont plus rapides à réfléchir ou plus capables de travailler sur certaines tâches. Ce qui fait qu'ils ont généralement plus besoin de stimulation. Mais c'est pas ça qui fait qu'ils vont aller arracher la main de la première personne dont la tête leur revient pas. En parlant d'agressivité d'ailleurs, une autre idée reçue que partagent aussi les maîtres de chiens, c'est qu'un chien qui remue la queue est forcément content. Alors que s'il aboie et s'il grogne, là il sera forcément agressif. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un peu comme les humains. C'est pas parce qu'on crie qu'on est forcément agressif ou qu'on va se taper dessus. Par contre, un signal d'agressivité beaucoup plus fort, c'est le fait de se raidir et de regarder fixement, comme ça. Je pense que si un inconnu vous regarde comme ça dans la rue, vous allez vous sentir agressé. Et c'est souvent l'erreur que font les gens qui ont peur des chiens, ce qui est parfaitement compréhensible. Mais c'est ce qui fait qu'un chien va parfois avoir tendance à aller voir les gens qui ont peur de lui. Parce qu'il voit la personne se figer d'un coup et émettre des grosses odeurs. Donc il va venir voir pour vérifier que tout va bien.
Là où c'est plus grave, c'est que les maîtres de chiens font aussi ces erreurs et vont penser que parce que leur chien a aboyé une fois, ça y est, il est devenu agressif. Il y a énormément d'autres idées reçues sur les chiens, mais elles prennent tous une même racine. La majorité des maîtres ne sont pas formés à éduquer leur chien. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Quand t'as un chien, faut acquérir une logique pour pouvoir l'éduquer, parce qu'il fonctionne pas comme nous. Donc par définition, faut se former. Et pourtant, je vous jure que 9 maîtres sur 10 que je croise ne savent pas comment éduquer leur chien. Et encore 9 sur 10, je suis gentil, hein. Alors peut-être que c'est que moi, je vais peut-être pas dans la bonne ville. Mais en tout cas, moi, ça m'a halluciné. Et je suis pas en train de dire que je fais tout bien, hein. Tous les jours, je fais des conneries. Et c'est pas grave, on en fait tous. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'une grande partie des maîtres n'ont même pas les bases. Il y a plusieurs philosophies différentes à propos de l'éducation d'un chien, mais on est quand même globalement d'accord sur ces règles de base. Un chien doit se dépenser physiquement, un chien doit se dépenser mentalement, un chien doit interagir avec d'autres chiens, et un chien doit interagir avec d'autres humains. Voilà, ça paraît évident dit comme ça. Dit autrement, ça veut dire qu'il faut consacrer 1 heure dans la journée à votre chien, pour qu'il puisse gambader, renifler des odeurs, rencontrer des copains, se faire caresser par des gens, pourquoi pas. En fonction des chiens, il y en a qui ont plus ou moins de besoins, mais quelle que soit la race, même pour un petit chien, 1 heure par jour c'est vraiment un minimum. Si le chien il sort 15 minutes par jour en laisse juste pour faire ses besoins et sans voir personne, mais évidemment qu'il va péter un câble. Ça va aussi pour les chiens qu'on met dans le jardin toute la journée, en se disant « Ah bah comme ça il va s'amuser !» Je vous garantis que les chiens qui restent dans leur jardin toute la journée sans rien faire, ils se font quasiment autant chier que ceux qui restent en appart. Le chien il a beau être dehors, s'il se passe rien, bah il va rien faire. Voire c'est même pire pour les chiens en jardin, parce que le maître aura parfois tendance à se dire « Bon bah il a le jardin, c'est pas la peine que je le sorte ». Grave erreur. Parce que du coup, la seule source d'interaction du chien, ça va devenir les gens qui passent devant chez lui. Vous voyez les chiens qui attendent que vous passiez le long de leur clôture pour vous aboyer dessus tout du long? Bah souvent, c'est même pas qu'ils sont spécialement agressifs. C'est juste que vous êtes le seul truc intéressant qui se passe de la journée. Personnellement, je trouve ça très triste. Très souvent, c'est cette méconnaissance de ces règles de base qui engendre des problèmes. Il y a parfois des cas où un chien qui paraissait gentil se met à mordre sans prévenir un autre chien ou un humain. Et on se dit « Bah je comprends pas, il avait jamais mordu personne !» Sauf que, si on remonte dans le temps, si le chien en question a jamais été habitué à voir d'autres chiens ou à être touché par des humains, bah évidemment que maintenant ça le met mal à l'aise. Et c'est un cercle vicieux. Un chien qui veut qu'on lui foute la paix, souvent il va grogner. C'est pas de l'agressivité, au contraire. Généralement c'est un signe d'apaisement. Une manière de dire « Bon t'arrêtes maintenant merci, parce que là tu me saoules ». Sauf que si t'as pas les codes, bah tu punis ton chien parce qu'il a grogné. Donc vu qu'il peut plus exprimer son malaise, il va parfois se mettre dans un état d'abattement sans rien dire. Jusqu'au moment où là c'est trop, il craque. Quand on a un chien, il faut se mettre dans un état d'esprit. On est le repère du chien, celui sur qui il doit compter. Et quand on n'est pas un minimum formé, bah en voulant bien faire, on fait un paquet d'erreurs qui peuvent nous pourrir la vie. Prenons un exemple concret pour illustrer ça. Eric a adopté un chien depuis quelques mois, et il se rend compte que son chien, il a un peu tendance à aboyer sur les gens. Et ça commence à être embêtant. Alors il a une idée. Bon bah je vais le balader quand il y aura personne. Comme ça j'aurai plus aucun problème. Première erreur, moins le chien voit de gens, plus il va se focus sur les gens qui passent. Vu qu'il voit moins de monde, bah quand il y a quelqu'un c'est un événement. Et justement, un jour, au détour d'une balade, quelqu'un arrive en face. Eric s'arrête et réfléchit. Est-ce que je prendrais pas un autre chemin ? Se dit-il. Deuxième erreur. En se figeant, il indique à son chien qu'il y a un problème justement. Et en plus, le fait de s'arrêter net comme ça, bah peut-être que ça va faire peur à la personne qui arrive, qui va peut-être se figer à son tour et commencer à regarder le chien fixement. Ce qui va renforcer le sentiment du chien qu'il y a un danger. Eric sent que son chien va aboyer, comme à chaque fois. Alors il tire un coup sur la laisse en prévention. Troisième erreur. Le coup sur la laisse peut encore renforcer le sentiment qu'il y a un danger justement. Quand il y avait personne, ça tirait pas comme ça sur la laisse. Donc si là ça tire, c'est qu'il y a une raison. Ça y est, les aboiements commencent. Excédé, Eric crie sur le chien. Arrête ! Arrête, bordel ! Quatrième et dernière erreur. En perdant son sang-froid, Eric renvoie des émotions fortes. Ce qui est vraiment pas la chose à faire à ce moment-là. Et en prime, il crie. Ce qui pourra encore une fois renforcer le sentiment du chien que oui, il y avait bien un problème. Et il se dira peut-être, heureusement que j'ai aboyé, j'ai protégé mon maître. Bon, je dis pas que ça se passe toujours comme ça dans la tête du chien. Mais vous comprenez pourquoi en réagissant mal, on aggrave énormément la situation. Alors qu'à la base, il se passait rien. Quand on adopte un chien, on se dit souvent qu'on va faire comme on peut. Et s'il y a un problème, on va amener le chien chez un éducateur. Et ça va le réparer. Mais c'est pas le chien qui est cassé. Alors que si on s'était formé, même juste une dizaine d'heures, il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. Ça paraît simple dit comme ça, faut juste se former. Bon, à part le fait qu'il faut trouver une formation sérieuse.
Et c'est là qu'on rentre dans le troisième problème. Beaucoup d'éducateurs sont incompétents. Ah, c'est là qu'on va énerver des gens. Déjà, sachez que le monde du chien, c'est pas vraiment très contrôlé. C'est très facile de devenir éducateur canin. Il n'y a quasiment aucune formation à faire. Et surtout, il n'y a pas besoin de se mettre à jour. On peut tout à fait faire le parallèle avec l'éducation des enfants. Il n'y a pas si longtemps que ça, donner la fessée, voire des coups de ceinturon à son gosse, c'était pas forcément vu comme quelque chose de si problématique. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui viendra vous dire que frapper son enfant, c'est une bonne méthode d'éducation. Et pour le chien, ça n'a pas évolué pareil. Et il y a beaucoup d'éducateurs qui sont restés bloqués dans les années 90. À l'époque, l'éducation du chien, c'était très fondé sur le mythe du mâle alpha. Où en gros, on pensait que les chiens fonctionnent comme les loups, avec une hiérarchie très stricte. Genre, il faut montrer que c'est toi le patron, sinon ton chien va pas te respecter. Et ça a lancé tout un tas de méthodes désastreuses. Genre retourner ton chien sur le dos pour lui apprendre la soumission, ou le forcer à te regarder dans les yeux, ce qui est très malaisant pour le chien. Et ça part loin, genre faudrait lui interdire de passer une porte avant le maître, ou faudrait manger avant lui pour montrer qui commande. Non mais, le concept c'est de créer un gang, c'est ça? Bon là on va être clair. Pour ceux qui se poseraient encore la question, ces méthodes d'éducation, ce sont des conneries. En premier lieu parce que David Mech, le gars qui a popularisé la théorie du mâle alpha, a lui-même renié sa propre théorie. Les loups ne fonctionnent pas comme ça. That book was published in 1970, and in the 35 years since that time, we've learned an awful lot. One of the things we've learned is that the term alpha is really incorrect when applied to most wolf pack leaders. It's appropriate to use the term alpha. Actually, I'm very much to blame for the term alpha being used with wolves. À un moment, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. En fait, le vrai nœud du problème, c'est que quand t'as passé des années à éduquer des chiens comme ça, t'as pas envie de revenir dessus. Surtout si c'est ton gagne-pain. Je pense que tu finis par te persuader que ça marche. Tout ça pour dire que quand vous cherchez un éducateur pour apprendre les bases, faut vraiment être prudent. C'est pas rare de devoir rencontrer 3 ou 4 éducateurs avant de tomber sur le bon. Alors attention, un bon éducateur vous dira pas forcément des choses agréables à entendre. On l'a dit, c'est surtout le maître qui doit s'améliorer. Donc faut mettre son ego de côté. Mais de manière générale, dès que vous commencez à entendre des phrases du genre « il faut contraindre le chien »,« il faut dominer le chien »,« il faut que le chien te respecte, pas qu'il t'aime », fuyez. Et si on vous incite à utiliser des trucs comme le collier électrique, collier étrangleur ou toute autre méthode dont le but c'est de faire mal au chien, fuyez encore plus vite. Le problème de ces machins, c'est même pas seulement que ça fait mal au chien, c'est surtout que ça peut vous mettre vraiment dans la merde. Imaginons une autre situation. Vous aimeriez bien lâcher votre chien, mais vous avez peur qu'il vous obéisse pas. Alors vous lui mettez un collier électrique en vous disant « bon je lui dis au pied, et s'il revient pas, hop, je mets un petit coup, et au bout de 2-3 fois, il comprendra. » Sur la logique, je suis d'accord, c'est cohérent. Mais ça c'est votre logique. Vous n'avez aucune garantie que votre chien comprenne ce que vous voulez. Reprenons le cas d'Eric avec son chien qui aboie sur les gens. Il décide de lui installer un collier électrique et de l'utiliser dès qu'il aboie sur quelqu'un. Mais comment le chien va interpréter ça ? On n'en sait rien. Peut-être qu'il va comprendre que c'est quand il aboie sur quelqu'un que ça fait mal. Mais peut-être aussi qu'il va simplement se dire « quand il y a des gens qui passent, je me prends un coup de jus ». Auquel cas, soit il deviendra terrifié par les gens, soit il va commencer à se dire « ok, c'est à cause des gens que je prends des coups de jus. Donc la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui me frôle, je lui laisse pas le temps de réagir. Je le défonce sans prévenir. » Et là, c'est la merde. Ce genre de matos, ça peut être utile dans de très rares cas pour récupérer un chien qui est vraiment très perturbé. Mais dans une éducation normale, c'est beaucoup trop violent. Le pire, je crois, c'est quand je vois des chiots de 3-4 mois. Ils connaissent rien de la vie, ils sont à un moment où ils ont aucune agressivité et où tout le monde veut leur faire des papouilles. Faudrait juste qu'ils puissent se balader tranquillement et qu'on leur foute la paix, et ils sont déjà en laisse et en collier étrangleur. Non, ça fait trop mal à regarder. Et le pire, c'est que souvent le maître croit bien faire. C'est juste qu'il a été très mal conseillé par un mauvais éducateur. Heureusement, je vous rassure, il y a quand même de bons professionnels, et même de très bonnes formations en ligne. Juste, faut pas faire confiance à n'importe qui. Bref, une fois que vous avez compris la logique et que vous savez à peu près comment vous y prendre, ça y est, tout roule. Pas tout à fait. Il reste un sacré problème auquel vous allez probablement devoir vous confronter si vous avez un chien. La loi est super mal foutue. Il n'y a pas que certaines méthodes d'éducation qui sont restées bloquées dans les années 90. C'est aussi le cas de la loi. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit à propos des règles essentielles quand on balade son chien. Faut qu'il puisse gambater, renifler les odeurs, tout ça. Donc l'idéal, c'est qu'il soit détaché pendant au moins les 2/3 de la balade. En France, la réglementation à la base, c'est que le chien ne s'éloigne pas de plus de 100 mètres de son propriétaire. Ce qui laisse quand même pas mal de marge. Mais chaque commune peut éditer ses propres règles et obliger la laisse, en ville, mais aussi dans tous les parcs, ce qui là est nettement plus handicapant.
Et dans pas mal de villes, les rares endroits où on peut lâcher son chien, c'est des tout petits parcs avec beaucoup trop de gens à l'intérieur. Ça, quand tu veux apprendre à ton chiot à socialiser, c'est terrible. C'est un peu comme si t'emmenais ton enfant dans le métro pour lui apprendre à socialiser. Il y a mieux, on va pas se mentir. La laisse pose aussi un tas d'autres problèmes. Un chien en laisse pourra par exemple pas rencontrer d'autres chiens. Ça, c'est une autre règle importante. Les chiens ont besoin de se tourner autour et de se renifler le cul pour faire connaissance. Bon bah si on met 2 chiens en laisse qui se reniflent truffe contre truffe, là c'est le meilleur moyen de déclencher une bagarre. Et c'est là qu'on rentre dans le nœud du problème. Votre chien aura beau vous obéir au doigt et à l'œil et rester parfaitement calme, aux yeux de la plupart des gens, s'il n'est pas attaché, vous êtes un hors-la-loi. Et à raison, puisque vous l'enfreignez. Pour éviter ça, il y a des maîtres qui choisissent de se balader uniquement là où il n'y a personne. Mais de mon point de vue, on fait que déplacer le problème. Le chien ne socialise pas parce qu'il voit personne. Donc il saura pas comment réagir quand il y aura des gens justement. Alors si vous vouliez adopter un chien, rassurez-vous quand même. Il existe un truc fantastique qui s'appelle la longe. Une espèce de longue corde qui est conçue pour laisser votre chien se balader et pouvoir le récupérer en cas de problème. Et accessoirement éviter les amendes. La longe pour socialiser, c'est 1 million de fois mieux que la laisse. Mais 1 million de fois moins bien que de le laisser en liberté. Une vraie longe, c'est 15 à 20 mètres. Donc ça se prend dans les poteaux, les gens marchent dedans et vous insultent. Des fois en voulant la décoincer, vous tirez dessus et votre chien se prend un coup, il comprend pas pourquoi. Bref, c'est mieux, mais c'est pas idéal. Et même comme ça, le problème c'est que la loi n'encourage pas les maîtres à socialiser. Si votre chien vient voir d'autres chiens en laisse, souvent c'est l'autre maître qui va réagir en premier, avant son chien, en disant un truc du genre « Non, cassez-vous, mon chien il veut voir personne !» Et de son point de vue, il aura raison. Lui, on lui a jamais dit que son chien il devait rencontrer des copains. La loi elle dit « Tenez vos chiens en laisse, point ». Et il y a plein d'autres problèmes du genre. Par exemple, si vous possédez un Rottweiler, là la loi elle est nettement plus violente. Le Rottweiler fait partie des chiens de 2e catégorie, considérés comme des chiens dangereux. Donc c'est laisse et muselière obligatoire partout. Alors pareil, je vois la logique. Mais imaginez la situation. Vous êtes un chiot de 3 mois qui connaît rien à la vie. Et vous êtes en permanence en laisse et muselé. Donc vous êtes sûr d'avoir aucune interaction avec le monde extérieur. Et en plus, comme vous êtes muselé, tout le monde vous prend pour un chien dangereux et vous regarde mal. Mais évidemment qu'après ça, le chien devient agressif. C'est le serpent qui se mord la queue. Maintenant, faut le reconnaître, si là demain tout le monde pouvait lâcher son chien, ça serait l'apocalypse. Parce que la majorité des gens ne font pas du tout le taf. Donc ils sauraient pas gérer leur chien. Et donc ça donnerait des chiens fous que les gens sauraient pas gérer. Dites-vous bien que si vous en êtes arrivé jusque-là, vous en savez déjà plus sur les chiens que 75% des maîtres, facile. C'est vous dire à quel point le curseur il est vraiment bas. Donc pour que la loi elle puisse évoluer, il faut que tout le monde réalise un truc. Il est beaucoup trop facile d'adopter un chien. Lorsque j'ai décidé que je voulais un chien, c'était un lundi. Le samedi de la même semaine, je revenais avec Aria. J'ai eu aucun document à signer certifiant que j'étais apte à m'occuper d'un chien. Aucune formation à suivre. Mais moi je savais rien de tout ça. Je voulais juste un chien et j'en ai pris un. Si je m'étais pas renseigné, dans d'autres circonstances, ça aurait vraiment pu tourner à la catastrophe. Un chien ça vit entre 10 et 15 ans. Donc si on s'y prend mal, c'est 10 ans d'un enfer à vivre tous les jours. Et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi les refuges sont saturés ces dernières années. Ah, il n'y a plus de place nulle part. Parce qu'il y a énormément de personnes qui prennent un chien sur un coup de tête, sans comprendre qu'il va falloir y consacrer du temps. Pas juste sortir 15 minutes par jour pour faire les besoins. Et puis le chien commence à câbler parce que c'est pas une vie, et on finit par se dire qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de l'abandonner. D'une certaine manière, je peux comprendre ce qui amène à cette réflexion. C'est horrible d'abandonner son chien, je cautionne pas ça. Mais quand ton animal de compagnie se contrôle pas, tout le monde te déteste. Même les autres maîtres de chiens te regardent mal, parce que ça donne une mauvaise image des chiens à tout le monde. En vrai, je pense que ça doit être un enfer à vivre. Tout ça prend pour source le même problème. C'est beaucoup trop facile d'avoir un chien aujourd'hui. Ce qui fait que tout le monde prend un chien sans réfléchir. Alors après, si votre rêve c'est d'avoir un chien, je veux pas non plus vous décourager. Et c'est une super aventure. Il n'y a pas besoin d'être super expérimenté pour prendre un chien. Simplement, faut avoir bien intégré le fait qu'il va falloir lui consacrer du temps. Tous les jours, pendant des années. Si vous avez compris ça, c'est bon. Mais le souci, c'est que la société d'aujourd'hui, elle n'est pas trop organisée dans cette optique. Le métro boulot-dodo, ça use nerveusement. Quand vous rentrez crevé du boulot le soir et qu'il pleut dehors, faut aller le trouver le courage d'aller se balader et de faire des exercices. Encore une fois, c'est faisable. Mais c'est une organisation qui ne convient pas à la majorité des gens. Et pourtant, dites-vous bien que presque 30% des foyers en France ont un chien aujourd'hui. Ce qui fait pas loin de 8 millions de chiens en France. C'est beaucoup trop. Et c'est aussi ça qui crée tous les problèmes. Si tu connais pas les chiens, tu passes ta vie à avoir des problèmes avec des chiens qui sont pas éduqués. Quand t'en as rencontré 9 qui font que t'aboyer dessus, le 10e tu vas partir du principe qu'il est dangereux. Et tu finis naturellement par détester les chiens.
De mon point de vue, c'est aussi ça qui fait que les réglementations sont aussi strictes. Quand t'es dans le monde du chien, tu sais pourquoi il faut améliorer la loi. Mais quand t'es en dehors de tout ça, tu vois juste une horde de chiens fous et des gens qui font n'importe quoi. Tant que les mentalités évolueront pas, bah ça restera la même chose. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos amis. Mon objectif avec cette vidéo, c'était de faire prendre conscience à tout le monde de la situation. Et j'espère pouvoir participer à réduire les abandons et améliorer le monde du chien. Aria, je sais que t'aimes l'eau, mais là c'est vraiment dégueulasse quand même.